passe à la question numéro 4, qui est toujours une question de tourisme. C'est toujours Catherine. Alors, sur la question des tarifs de la taxe de séjour, il faut que vous sachiez qu'il y a une réforme de cette taxe de séjour qui a été introduite par la loi de finances rectificative 2017, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2019. Donc, cette réforme oblige notamment les collectivités à modifier leur grille tarifaire avant le 1er octobre 2018. Donc, dans ces conditions, on vous propose d'instaurer la taxe de séjour selon les modalités suivantes. Donc, article 1, la présente délibération reprend toutes les modalités et les tarifs de la taxe de séjour sur son territoire et annule et remplace toutes les délibérations antérieures à compter du 1er janvier 2019. Article 2. La taxe de séjour est perçue au réel sur l'ensemble des communes de la communauté d'agglomération par toutes les natures d'hébergements touristiques proposés à titre onéreux, et uniquement à titre onéreux bien sûr. Donc les palaces, les hôtels de tourisme, les résidences de tourisme, les meublés de tourisme, les villages de vacances, les chambres d'hôtel, les emplacements dans des aires de camping-car et des parcs de stationnement touristique par tranche de 24 heures, les terrains de camping et de caravanage, les ports de plaisance. La taxe de séjour est perçue auprès des personnes hébergées à titre onéreux et qui n'y sont pas domiciliées, qui n'y possèdent pas de résidence, à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation. Ça, c'est l'article 2333-29 du CGCT. Son montant est calculé à partir de la fréquentation réelle des établissements concernés. Le montant de la taxe due par chaque touriste est égal au tarif qui lui est applicable en fonction de la classe de l'hébergement dans lequel il réside, multiplié par le nombre de nuitées correspondant à la durée de son séjour. La taxe est ainsi perçue par personne et par nuitée de séjour. Article 3. La taxe de séjour est perçue sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre. Article 4. Le produit de la taxe de séjour perçue par les hébergeurs sera reversé par leurs soins aux receveurs communautaires. En deux temps, entre le 1er juillet et le 15 septembre de l'année N pour le premier semestre de l'année N et entre le 1er janvier et le 28 février de l'année N+1 pour le second semestre de l'année N. Les hébergeurs ont également la possibilité de procéder à des télédéclarations régulières sur leur compte, ouverts sur la plateforme logicielle de la télédéclaration communautaire, ce qui se pratique déjà de manière régulière. Article 5. Les communes recevant des versements de taxes de séjour par les plateformes de réservation en ligne ont l'obligation d'en reverser le produit intégral à la communauté d'agglomération. Ça mérite une petite explication. En fait, c'est une nouveauté. Tous les hébergements qui sont sur les plateformes de réservation, il y en a certains qui sont très connus et qui jusqu'à présent échappent à la taxe de séjour, n'y échapperont plus, puisqu'en fait ce sont ces plateformes de réservation qui sont chargées directement d'aller percevoir la taxe de séjour chez les hébergeurs. Ça, c'est dans un premier temps. Et dans un second temps, la loi dit que ça doit être reversé aux communes. Donc, ça va être reversé aux communes. Donc, il y a des communes qui vont... Enfin, il y a une incohérence pour le moment dans la loi, puisque vous savez que c'est les communautés de communes qui ont la compétence tourisme pour percevoir la taxe de séjour. Mais la nouvelle loi, dit que ça doit être reversé aux communes. Donc, les communes devront reverser aux intercommunalités tant qu'il n'y a pas une modification de la loi. C'est pour ça qu'on vous précise, article 5, les communes recevant des versements de taxes de séjour par les plateformes de réservation en ligne ont l'obligation de reverser le produit intégral à la communauté d'agglomération. Article 6, le Conseil départemental de la Manche, par délibération en date du 13 octobre 2011, a institué une taxe additionnelle de 10% à la taxe de séjour. Dans ce cadre et conformément aux dispositions de l'article L 3333-1 du CGCT, la taxe additionnelle est recouvrée par la communauté d'agglomération pour le compte du département, dans les mêmes conditions que la taxe communautaire à laquelle elle s'ajoute. Son montant est calculé à partir de la fréquentation réelle des établissements concernés. Ça, c'est déjà le cas. Il n'y a pas de nouveauté. Article 7, donc toujours conformément aux différents articles du CGCT, les tarifs doivent être arrêtés par le Conseil communautaire avant le 1er octobre de l'année pour être applicables à compter de l'année suivante. Donc les tarifs que vous votez aujourd'hui, c'est pour une application au 1er janvier 2019. Donc vous avez un tableau avec les différentes catégories d'hébergement, avec les tarifs de la taxe de séjour pour la communauté d'agglomération, la taxe additionnelle de 10% et donc l'ensemble de la taxe de séjour qui sera prélevée auprès des hébergeurs.
Donc, je vais directement au global. Pour les palaces, 1,16 €. Les hôtels de tourisme 5 étoiles et toutes les résidences et meublés, donc 5 étoiles, 1,16 €. Les hôtels de tourisme 4 étoiles et résidences et meublés 4 étoiles, 1,16 €. Les hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences et meublés 3 étoiles, 0,92 €. Pour les 2 étoiles, 0,69 €. Pour les hôtels de tourisme 1 étoile, résidence de tourisme, meublé de tourisme, village de vacances, 1, 2 et 3 étoiles, les chambres d'hôtes, 0,58 €. Les terrains de camping, les terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles, et tout autre terrain d'hébergement de plein air de la même catégorie. Les emplacements dans les aires de camping-car et des parcs de stationnement touristique par tranche de 24 heures, 0,46 €. Les terrains de camping et terrains de caravanage classés 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air équivalent. Les ports de plaisance, 0,23 €. Donc en fait, ça recouvre toutes les catégories d'hébergement, y compris les aires de camping-car, qu'elles soient dans un camping ou qu'elles soient automatisées, à partir du moment où ce sont des aires qui sont des aires avec service et des aires payantes. On m'a déjà posé la question, je vous réponds tout de suite. Tout ce qui est camping sauvage, etc. n'est pas concerné, puisque la taxe de séjour n'est perçue qu'à partir du moment où c'est un hébergement payant. Donc, article 8, pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement, à l'exception des catégories d'hébergement mentionnées dans le tableau d'article 6, le tarif applicable par personne et par nuitée est de 5% du coût par personne de la nuitée, dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité. Ou s'il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles. Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d'hébergement hors taxe. Article 9, sont exemptés de la taxe de séjour conformément aux articles du CGCT les personnes mineures, les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employé dans la commune ou la communauté d'agglomération ou la métropole, et les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire. Article 10, le produit de cette taxe est intégralement utilisé pour le développement touristique du territoire au travers du financement de l'Office de tourisme, conformément à l'article L 133-7 du Code du tourisme. Article 11. Sans préjudice des faits réprimés au 5e alinéa 1 de l'article déjà cité, sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe. Premièrement, le fait pour les logeurs, hôteliers, propriétaires et intermédiaires mentionnés au dit article de ne pas avoir produit la déclaration mentionnée ou de ne pas l'avoir produite dans des délais et conditions prescrits. Deuxièmement, le fait pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et intermédiaires donc, qui sont mentionnés au dit article d'avoir établi une déclaration inexacte ou incomplète. Troisièmement, le fait pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, intermédiaires et professionnels mentionnés dans l'article de ne pas avoir acquitté le montant de la taxe de séjour forfaitaire due dans les délais et conditions prescrits. Chaque manquement à l'une des obligations prévues du premier au troisième donne lieu à une infraction distincte. Alors pourquoi est-ce qu'il y a ça? En fait, très clairement, jusqu'à présent, étaient recouvrées les taxes de séjour pour les camping-cars qui se trouvaient dans les aires à l'intérieur des campings, donc qui étaient perçus par les campings et pas ceux qui étaient sur des aires automatisées. Jusqu'à présent, les hébergeurs s'y refusaient. Il faut que vous sachiez que nous avons fait une réunion dans le cadre de l'EPIC avec les professionnels pour avis avant d'appliquer ces tarifs. Et tous les professionnels, les hébergeurs, y compris les propriétaires, sociétés détentrices d'aires de camping-car automatisés, sont d'accord cette fois-ci pour payer. Donc c'est un combat, ça fait pas mal de temps qu'on en parle, il fallait expliquer, voilà. Mais ça y est, on est venu, donc maintenant tout le monde va payer la taxe de séjour, tous les camping-cars. Voilà, donc vu l'avis favorable de la commission, on l'a passé en commission tourisme le 20 juin 2018. Et donc on vous propose donc de décider d'instaurer la taxe de séjour sur tout le territoire à compter du 1er janvier 2019, de fixer les modalités et tarifs de la taxe de séjour communautaire à compter du 1er janvier 2019 selon les modalités exposées ci-dessus, d'autoriser Monsieur le Président à signer tout document s'y rapportant et de donner tout pouvoir au Président pour l'exécution de la présente délibération. Merci Catherine. Est-ce qu'il y a des questions? Alors,
Viviane Vincent, est-ce que tu peux prendre le micro? Je te transmets. Jusqu'à maintenant, les stagiaires du territoire étaient exemptés de cette taxe de séjour. Je pense aux stagiaires EVA, par exemple, qui viennent au Gîte du Nouveau. Et là, ils ne le sont plus. Alors, là, ils ont un statut de travailleur. Pas forcément, non. C'est vrai que là, c'est libellé, contrat de travail saisonnier, employé dans la commune ou employé dans la communauté ou dans la métropole. Non, je sais pas si c'est c'est en formation. Par exemple, à Neuville. Ah, tu veux dire qu'ils viennent en formation à Neuville. Jusqu'à maintenant, les exemples. Dans le précédent texte, c'était les stagiaires, les territoires étaient exemptés. Mais ils sont pas soumis à taxe de séjour, ces gens-là. Ce ne sont pas des touristes, hein, donc ils viennent. Oui, mais c'est pas précisé dans le texte là. Oui, mais si, ça s'adresse aux touristes là. Ça s'adresse pas aux salariés. Oui, mais c'est pas clair puisque là, dans l'article d'exemption, les travailleurs sont exemptés, donc c'est pas des touristes non plus, ils sont cités comme exemptés. Bon, si vous en êtes d'accord, je veux bien rajouter. Je pense que le texte que la taxe de séjour ne les concerne pas, mais on peut l'écrire. Hein. Pas plus que les travailleurs saisonniers, je pense, donc il faut qu'ils soient notés. Ah, donc, on vous propose une modification. Alors, le montant de la taxe de toute part. Voilà, c'est ça, c'est pour les touristes. Ben oui, mais pourquoi on exempte les travailleurs saisonniers si c'est pour les touristes? Alors, c'est vrai qu'il y a la mention des travailleurs saisonniers qui peuvent être. Alors, soit on enlève les travailleurs saisonniers, c'est qu'à la première on enlève les travailleurs saisonniers et ne rien rajouter concernant les stagiaires. Il faut que ce soit clair pour notre trésorier, parce que sinon ça ne passera pas nous sur les Martinets. Dans ces cas-là, on enlève la mention de travailleurs saisonniers et on reste bien sur la notion de touriste, de tourisme. Je pense on va vérifier si ça correspond à quelque chose de particulier. C'est vrai que travailleurs saisonniers, on pourrait penser à des gens qui viennent faire des vendanges ou qui participent à des travaux à l'école, à la saison ou au Mont-Saint-Michel. Mais si on reste bien sur la dimension du tourisme, et donc de gens qui sont touristes dans la région pour travailler, on peut retirer cette ligne-là. À partir du moment où on précise effectivement les titulaires d'un contrat de travail saisonnier, je pense qu'il faut préciser les stagiaires, parce que sinon il suffit de rajouter les stagiaires, parce que je pense que... Donc on rajoute ainsi que les stagiaires. Stagiaires en formation. Personnel en formation. Ça, au moins, on a fait le tour de la question. Alors, il y avait la question d'Alain Bachelier, ensuite Jean Gros et M. Lopez. Oui. Alain, c'est à toi. Oui, d'accord. Oui, simplement, devant l'application de la taxe de séjour, dont je suis tout à fait favorable, je trouve qu'il faudrait quand même trouver la parade par rapport au stationnement des camping-cars d'une façon sauvage. Parce que là, on a effectivement une forme d'encouragement à aller sur les parkings, et là, ils ne payent rien du tout. Alors, j'ai bien compris qu'on peut appliquer la taxe de séjour que si on applique une tarification, mais j'ai bien compris aussi, parce que la dernière fois, la commission de tourisme avait expliqué que le stationnement sur les parkings, c'est la responsabilité du maire, mais je crois quand même que d'une façon collective, on devrait trouver une application pour faire en sorte un peu de la chasse au camping et carrément sauvage. Parce que ça se multiplie d'une façon importante. Mais tu as raison Alain, c'est vrai que c'est de la responsabilité du maire de prendre les arrêtés. Après on a une réflexion à l'échelle de la communauté d'agglomération sur de futures aires de camping-car. Peut-être que c'est cette politique-là qu'il va falloir
Oui, mais tu as raison, ça fait partie, surtout le littoral, on sait bien qu'il y a du camping sauvage. Et en plus, il est dur à qualifier. Donc, on voit des aménagements, si vous voulez, ouverts, où il y a une trentaine, une quarantaine de campings de caravaniers qui sont là, qui ne payent rien. Effectivement, ce sont des touristes qui apportent de l'économie. Mais par rapport aux aménagements qui ont été faits par les communes, ça apporte un véritable préjudice. Et suite à ces aménagements-là, on a fait l'eau, l'assainissement, et on n'a pas le parking ne correspond pas pour des emplacements de 60 emplacements. Et ça pose des problèmes. Oui, on est bien conscient et il va falloir que ça soit travaillé à l'échelle de l'agglo. Déjà, il faudrait pouvoir faire un inventaire de ces zones clandestines d'hébergement. Enfin, j'imagine qu'elles sont connues. Puis sensibiliser peut-être les maires de façon à ce qu'ils prennent les bons arrêts. Alors, il y a Jean, Alain Clulot et ensuite Alexis Sanson. Oui, ça ne représente pas une grande somme, mais il me semble que jusqu'à présent, les titulaires des minima sociaux étaient exonérés. Je crois pas. Ça me dit rien. Il y a eu une discussion dans la précédente communauté de communes à ce propos. Mais c'était pas dans le. Je crois que c'était pas dans le règlement de la taxe de séjour. Je crois pas. Enfin, j'ai pas le souvenir, mais. On vérifiera, on prendra l'ancien règlement. Mais... Il y avait Alain Clulot. Oui, moi ça revient un peu la même question que mon collègue Alain Bachelier. C'était le stationnement des camping-cars, mais sur des parkings de supermarchés. Parce que je vois potentiellement, on en voit quelques fois, supermarché Carrefour. Alors ceux-là, ils sont peut-être pas les compter, peut-être, je sais, c'est peut-être difficile à les choper, mais là, ils sont quand même sur des parkings de supermarchés également. Qui sont des parkings privés. Privés, voilà. Donc là, le maire n'y peut rien. Bah, si ce n'est signifier aux propriétaires du terrain qui hébergent des camping-cars de manière un peu, peut-être pas tout à fait légale. Et que ça porte atteinte, je veux dire, au bon fonctionnement des aires de camping-cars qui sont dédiées à cela. Alors, Alexis Sanson et ensuite André Denon. Juste pour compléter, justement, par rapport au camping-car, nous, on a ce problème-là. On arrive à le gérer, de toute façon, aujourd'hui, puisqu'on a des parkings où les camping-cars sont interdits. On a vraiment spécifié pour donner aussi des possibilités à stationner des cars, puisqu'on a les opérateurs de tour qui viennent chez nous. Et on a réservé ces places-là pour ça. Et pour les véhicules légers, parce que sinon, c'est vrai que c'est compliqué à gérer. D'autant plus que nous, on a un aire de camping-car où il y a 200 places, quoi. On a quand même un outil qui peut répondre à l'attente de tout le monde. Merci. André. Ouais, c'est pour répondre à Alain Clulot. Moi, ce que je pense, c'est que le fait que Carrefour Market, effectivement, accueille des camping-cars, il a même d'ailleurs un système de vidange. Donc c'est une volonté de les accueillir, mais c'est sur un parking privé et c'est gratuit. Donc à partir du moment où c'est gratuit, je ne vois pas comment on pourrait effectivement demander la taxe de séjour. Si c'est gratuit, il n'y a pas de taxe de séjour, c'est évident. Application, pas de taxe. Michel Gérard et Lionel Bett ensuite. Dans l'article 10, il est indiqué que la taxe sera utilisée pour le développement touristique, j'abrège un peu, de l'office de tourisme. On mettrait l'EPIC à la place de l'office de tourisme, ce ne sera pas mieux, parce que l'office de tourisme aujourd'hui, ça représente personne. L'EPIC, c'est la forme juridique de l'office de tourisme. Donc, c'est quand même un office de tourisme. Alors, c'est un établissement public, c'est un office de tourisme sous forme d'établissement public industriel et commercial. On peut rajouter l'office de tourisme sous forme d'EPIC si tu veux. L'office de tourisme, on sait très bien de quoi on parle. Et notre remarque peut-être plus légère, la taxe de séjour s'applique-t-elle sur les emplacements occupés par les gens du voyage? Il me semble que c'est une réglementation spécifique, mais il s'acquitte. Alors ça dépend si tu parles d'aire d'accueil permanente ou d'aire d'accueil de type grand passage. Alors pour grand passage, en effet, on est dans
le cadre quasi touristique, il faudrait se renseigner, sachant que nous n'en avons pas. En revanche, pour les aires d'accueil permanentes, ce sont des redevances spécifiques. Guénaël Huette. Oui, une double remarque. La première sur le camping sauvage, évidemment que d'un point de vue purement juridique, on ne peut pas instituer la taxe de séjour sur le camping sauvage, sinon ça reviendrait, et ce serait incohérent, à légitimer le camping sauvage, ce qui serait parfaitement contradictoire à notre idée à tous, je crois. Donc il faut lutter contre le camping sauvage, c'est quelque chose qui est très difficile, mais franchement, en aucun cas on ne peut envisager d'instituer la taxe de séjour pour le camping sauvage, sinon on le légalise, alors qu'il n'est pas légal précisément. Donc, là, il y a un vrai problème juridique. Le second problème, je comprends et je partage la remarque faite par Viviane Vincent tout à l'heure. Attention simplement, parce que c'est une vérification qu'il faudrait faire, parce que je vois sur la diapositive que les exemptions à la taxe de séjour sont prévues par un article du CGCT. Il faudrait vérifier si on peut rajouter, et je crois que non, parce que c'est la loi qui détermine les exemptions en matière fiscale et pas les collectivités territoriales. Je ne suis pas sûr, et je le regretterais, mais je préférerais qu'on le vérifie, je ne suis pas sûr que l'on puisse rajouter des catégories qui ne sont pas prévues comme étant exemptées par la loi. Donc il faudra qu'on vérifie si c'était dans le règlement, l'ancien règlement de la communauté de communes de Mortain. On va reprendre en effet le texte de loi et vérifier. Alors, il y a Denis Laporte aussi, qui fait intervenir. Ouais, juste une petite intervention par rapport aux camping-caristes. Sur Bussé, nous avons les deux situations, puisque nous avons une aire de camping-car gratuite, où là, les camping-cars viennent et c'est totalement autorisé par la commune, et c'est gratuit parce qu'il n'y a pas de service sur cette aire de camping-car. Par contre, on a une deuxième aire de camping-car à l'intérieur du terrain de camping, où là, ils bénéficient de services, et là, ils paient, et donc ils s'acquittent de la taxe de séjour. Merci de cette précision. Alors, je vois Gaëtan Lambert qui souhaite prendre la parole. Oui, je vais reprendre les remarques de Guénaël et rajouter qu'il a tout à fait raison. Mais le texte cite 4 cas: les personnes mineures, les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés dans la commune. En 3, les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire. Et en 4, les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant que le conseil municipal détermine. C'est tout. D'accord, donc en fait on a même un manque, à savoir cette 4e catégorie, en tout cas qui est une possibilité pour les communes d'exonérer certaines personnes sur la base d'un montant à déterminer. Bon, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on reformalise cet article 9 sur la base du CGCT, et on laisse comme c'était. Voilà, s'il y a d'autres... Michel Gérard. Est-ce que la référence à l'article du CGCT est obligatoire? Oui, parce que c'est la loi qui prévoit les cas d'exonération. Donc, oui, je sais. C'est-à-dire que si on parle d'exemption, il faut qu'on fasse référence à la loi qui propose des critères bien spécifiques d'exonération. Donc on est obligé de citer l'article et de se référer à son... L'autre possibilité, mais j'ose à peine la proposer, c'est qu'on tente le coup en espérant que le contrôle de liquidité ne s'en aperçoive pas. C'est aussi une possibilité. Voilà, je le dis de façon un peu discrète, non publique. C'est un peu difficile. Une analyse purement juridique nous interdit, je crois, d'ajouter des catégories de personnes exemptées. Maintenant, si on y tient vraiment, on le fait quand même, on croise les doigts. Cela dit, le 4e point de l'article qui a été cité par Gaëtan Lambert offre aussi une possibilité en termes de seuil qui permettrait de favoriser les personnes auxquelles faisait référence Viviane Vincent. Ça peut être examiné. On peut très bien rajouter ce 4e point qui est réglementaire, qui est dans l'article, et ensuite se repositionner sur la nature des personnes qui pourraient faire bénéficier de cette exemption.
Bon, en tout cas, ce que je vous propose, c'est qu'on s'en tienne à l'article du CGCT et qu'on juge ensuite sur pièce le bon vu. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres interventions concernant cette proposition? Il n'y a plus de mains qui se lèvent, donc nous pouvons passer au vote. Voilà, vous pouvez voter. Bien, donc 133 votes sont parvenus jusqu'ici, 108 sont favorables, 13 sont défavorables, et nous avons 12 abstentions. Donc cette question numéro 4 est adoptée à la majorité.